Alors, l'entrepreneur que vous allez découvrir maintenant a été prof de maths, assistante maternelle, auteur de livres pour enfants. Elle a travaillé à la Commission européenne où elle avait un parcours tout tracé de fonctionnaire gouvernemental et dans le domaine de la santé, car c'est une experte aussi en santé publique. Et pourtant, il y a 2 ans, Alice a décidé de tout plaquer pour créer sa start-up. C'est-à-dire, une start-up, c'est une entreprise qui propose un produit qui n'existe pas sur un marché qui n'existe pas. Il faut oser. Son pari est très audacieux, car les start-up sont majoritairement créées par des hommes, et surtout, les femmes ont 2 fois plus de difficultés que les hommes à lever des fonds pour les start-up. Alors, je vous propose tout de suite d'accueillir Alice de Maximi pour qu'elle vous explique ce qui lui a donné l'idée et l'envie de tout plaquer pour créer Ashkind. Bonjour Alice. Bonjour. Vous gardez votre masque? Oui, je garde le masque. D'accord, ça marche. Alors Alice, expliquez-nous, comment est-ce qu'est née cette idée de start-up? Un jour, je suis à un dîner chez mes parents et je rencontre une pédiatre qui est coordonnatrice des PMI de Paris et qui me parle du fait que les PMI ont gagné le prix UNICEF Gold International pour éviter aux femmes SDF d'accoucher dans la rue à Paris. Et là, moi, vous voyez, vous avez entendu mon parcours, hein. Je suis dans l'administration française, à différents postes dans la santé, je m'occupe de la communication. Ce genre de projet, je dois être au courant. Et je découvre ce projet, je découvre 2 choses. 1, les femmes SDF accouchent encore dans les rues à Paris. Et 2, il y a un super projet ultra simple. C'est une sage-femme des PMI qui va à la rencontre de ces femmes, qui leur redonne confiance, qui les fait rentrer dans le circuit des PMI, qui leur trouve un hôpital, puis un lieu où se loger après, une fois qu'elles ont accouché. Ce circuit-là, c'est ultra simple et je n'étais pas au courant en étant dans l'administration française. Et puis, on peut continuer comme ça avec tous les projets de santé. Je suis sûre que vous n'êtes pas au courant d'une association fantastique qui existe pour les jeunes aidants, c'est-à-dire les jeunes de votre âge qui ont un parent ou un proche malade et qui se mettent à aider leur famille. Il y a une association qui aide ces jeunes aidants. Elle est sur le produit que j'ai monté. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il fallait à tout prix faire en sorte que les gens soient au courant des initiatives de santé, des solutions en santé qui peuvent les intéresser et qui peuvent les aider. Et donc, pour ça, j'ai créé une appli qui permet à chacun d'aller trouver dans son centre d'intérêt la solution en santé qui va l'aider, que ce soit pour les jeunes aidants, que ce soit pour les travailleurs sociaux, pour aider les femmes enceintes, bref, pour tout le monde. Comment on fait pour créer une appli? Parce que vous dites, j'ai créé une appli. C'est pas si simple. Enfin, Non. moi, ça me semble pas simple. D'abord, on fait une étude de marché, on regarde le problème de ce qui se passe. Donc, ce qu'on comprenait là, c'est que la communication ne fonctionnait pas. Et on a plein de points qui émergent. C'est trop long, on ne le trouve jamais, on ne peut pas contacter le porteur du projet, etc. Et on se retrouve avec une espèce d'arbre à problème. Et puis cet arbre à problème, en face, on va mettre un arbre à solution. C'est-à-dire, c'est trop long, il faut que ce soit plus court. Je trouve jamais, il faut trouver. Il faut que ça remonte directement dans mes centres d'intérêt. Il faut que je contacte le porteur du projet. Donc, on a une espèce de miroir. Alors, je tiens un micro, je ne peux pas vous faire les 2 mains, mais vous imaginez le miroir. On a l'arbre à solution et après, on sait ce qu'on doit faire, mais on ne sait pas comment on va faire. Et puis un jour, j'ai vu une application de rencontre, tout simplement, et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Je vais faire une application de rencontre, mais ce que je vais voir, ce n'est pas la tête de quelqu'un, c'est la tête d'une initiative de santé qui m'intéresse. C'est comme ça qu'on a Vous avez pris exemple sur une application de rencontre. Ouais. C'est ce qui vous a... D'accord. Mais alors les financements, on en parlait? Financement. Ah bah oui, on dit que c'est plus difficile en plus pour les femmes. Ouais, c'est difficile les financements. Alors moi, j'ai mis 10 000 € dans ma société. Donc voilà, parce que j'ai pas compris. Vous avez, pardon? J'ai mis 10 000 € en capital, c'est-à-dire en début pour démarrer une société, on met un petit peu d'argent. On peut la démarrer avec 1 euro. Moi, j'ai mis 10 000 €. Je me suis pas payée pendant 2 ans. J'ai fait ce choix-là. Le premier devis que j'ai eu pour créer l'application, c'était 150 000 €. Alors, vous vous doutez bien que là, je me suis dit, il y a un problème. Donc, j'ai fait un partenariat avec une école pour créer ça. J'ai financé une bourse d'études aux élèves. Et 2, je suis allée chercher de l'argent. Alors, pour aller chercher de l'argent, il y a plusieurs possibilités. C'est vrai que les investisseurs prétendument disent qu'ils font confiance. Il y a eu des chartes qui ont été signées, mais dans les faits, l'investissement est beaucoup moins important chez les femmes entrepreneuses. Je suis allée chercher à plusieurs endroits. J'ai demandé à mes proches un petit peu d'argent pour me mettre dans la société et pas pour me payer moi. C'est-à-dire que je suis devenue super radin, faut le savoir. Quand on monte une société au début, on est hyper radin. Et puis, je suis allée voir la banque publique d'investissement
qui est une banque publique qui aide les entrepreneurs au début. Et je ne suis pas allée là où il y avait plein de start-up parce que je me suis dit que je savais que les chargés de projet étaient noyés sous les start-up. Et j'ai un attachement avec une des provinces de France et je suis allée voir la BPI de cette province de France et je leur ai demandé de l'aide. Et j'ai demandé de l'aide à la région et j'ai eu de l'aide pour pouvoir démarrer un peu la société. D'accord. Mais comment, vous étiez fonctionnaire, nous sommes d'accord. Ouais. Comment est-ce que vous avez appris à être entrepreneur ? Parce qu'on ne devient pas entrepreneur comme ça, en se disant, tiens, je vais créer une appli, c'est compliqué. Ah non, puis en plus, fonctionnaire, ce qu'on apprend, c'est à bien gérer de l'argent, mais qu'on a déjà. Donc, c'est pas du tout la même chose que d'aller chercher. J'en avais pas. Voilà. Et en fait, j'ai appelé l'APEC, qui est l'Association pour l'emploi des cadres, donc une association. Je leur ai dit que je voulais monter une start-up et ils m'ont dit, on vous envoie vers un incubateur qui aide. Alors, moi, je suis une femme, les femmes dans la tech, qui s'appelle Willa, et qui organisait un Possible Camp de 3 jours avec 20 femmes qui avaient des idées de société. Et Willa, ce Possible Camp, j'y suis allée et je leur ai dit bonjour, je veux faire une application de rencontre dans la santé pour partager les initiatives de santé. Et ils m'ont répondu, on n'a absolument rien compris à ce que tu veux faire. Donc j'ai appris ce que c'était qu'une start-up. Et une start-up, c'est pas gérer un projet comme on doit gérer un projet, même si je sais gérer des projets. C'est arriver dans un environnement qu'on ne connaît pas, avec un produit dont on ne sait pas du tout ce qu'il sera finalement, en ayant une vision qui sera sans doute pas la finale de la société. Et ça, c'est ce qu'apprend à faire Willa. Et puis, il y avait un concours de pitch, donc ce fameux pitch d'1 minute où on présente ce qu'on veut faire, comment on va gagner de l'argent, etc. à la fin de ce Possible Camp. Et j'ai eu l'immense chance de remporter ce pitch. Et du coup, j'ai eu 8 mois d'incubation payés par Contrex, pour ne pas les citer. Alors, un concours de pitch, le Covid, puisqu'on est dans une application santé, qu'est-ce que ça a changé pour vous et pour Ashkind ? Ouais, alors ça a changé plein de choses. D'abord, nous, on avait comme idée pour faire de l'argent de prendre notre technologie, de la fermer, de la dupliquer et de la proposer aux hôpitaux pour que les professionnels de santé ensemble puissent partager leurs protocoles, leurs initiatives entre eux et discuter entre eux de tous les projets qu'ils ont ensemble. Covid est arrivé, évidemment, les hôpitaux avaient autre chose à faire que de créer des plateformes digitales. Et donc, avec Marie, qui était avec moi à l'époque dans la société, on s'est dit, on n'a plus de business model, on n'a plus d'argent, morte pour morte, entre guillemets. On y va avec panache et on a ouvert notre application publique en disant à tous, venez déposer vos initiatives Covid dessus, nous on les relayera au maximum. Et donc pendant plusieurs mois. Vous étiez persuadée que c'était fini pour vous ? Oui, à ce moment-là, oui. D'accord. Et on s'est dit, mais on est des actrices de santé publique, alors on s'est dit perdu pour perdu, nous on va aider dans la crise. Et donc on a eu beaucoup d'initiatives comme ça qui ont été déposées sur Ashkind. Hein. Ça allait de l'affiche à poser dans les immeubles pour les voisins, pour expliquer ce qu'est Covid et comment on peut les aider, proposer son aide aux personnes âgées, en passant par des solutions digitales hyper pointues pour aider sur Covid. Donc on a fait ça. Et puis un jour, l'ARS Grand Est, les ARS, pour vous, c'est les autorités de santé en région publique, est venue, a discuté avec moi, a dit on veut une plateforme pour les 100 000 soignants du Grand Est pour qu'ils puissent partager leur protocole Covid. On veut qu'elle soit uniquement pour ces soignants et donc fermée au public. Et donc là, on a démarré. Et en fait, il a fallu Covid pour démontrer qu'Ashkind, c'était finalement un marché et finalement un produit utile. C'est terrible de dire, mais ça vous terrible. a presque aidé. C'est affreux. C'est affreux. Alors, ça m'a aidé en même temps, oui, mais en même temps, les hôpitaux, c'est toujours autant ralenti. Hein, donc, du coup, depuis le début de Covid, finalement, on a eu 4 gros clients et donc la start-up démarre. Ok. Qu'est-ce que c'est une journée type pour vous, Alice ? Une journée type. Moi, j'ai 3 enfants. Et donc, moi, je me lève tôt le matin. La première chose que je fais, c'est de poster mes posts sur les réseaux sociaux. Alors, je prends l'expression à un de mes cousins qui a monté une société aussi et qui disait quand tu n'as pas beaucoup d'argent, tu dois agiter les bras. Donc, c'est ce que je fais. J'essaye de te faire coucou, on est là sur les réseaux sociaux. Et en fait, tous les matins, je poste un post qui s'appelle Un jour une initiative de santé où on met en lumière l'une des actions en santé qui est postée sur l'application pour que les gens la connaissent et pour qu'il y ait des partenariats qui se créent. Et je ne le fais pas en mode programmé, parce que c'est de l'écrit, parce que j'aime bien écrire et parce que c'est lié aussi à l'actualité. Donc ça, c'est la première chose que je fais. Je ne dis pas que ça me branche tous les matins, mais je le fais parce qu'il faut le faire et parce que ça me fait plaisir de le faire.
Et puis, je m'occupe aussi d'un autre réseau qu'on a créé qui s'appelle le collectif Femmes de Santé. On est des femmes dans la santé et on s'entraide les unes des autres. Donc, je regarde un peu ce qui se passe à ce niveau-là aussi. Je m'occupe des enfants, petit-déj, etc. Voilà. Et puis, hop, tout le monde part. Et là, en ce moment, c'est le confinement, donc je reste à la maison et on fait ce qu'on appelle la réunion IN, comme entrée, avec l'équipe. Donc, on se logue tous et on discute des points qui ont été faits la veille. On se met en place un programme de travail. Et moi, j'ai la particularité de faire comme ça dans tous mes projets et dans la société aussi. Quel que soit le niveau hiérarchique de la personne, elle a le droit d'émettre un avis sur la stratégie de l'entreprise et sur ce qu'on devrait faire. C'est mon choix, c'est moi qui tranche à la fin, mais il y a beaucoup de bonnes idées qui émergent d'une intelligence collective. Et dans ma société, effectivement, je peux avoir... J'ai des gens qui n'ont aussi pas de diplôme du tout, qui sont fantastiques, et d'autres qui ont une connaissance plus fine du milieu de la santé, dont j'ai besoin aussi. Donc, je trouve ça super. Ok. Alors, comme challenge, vous, Alice, vous avez choisi écrire un discours sur l'école. Alors, pourquoi ce choix? Et puis, quels conseils vous donnez aux lycéens qui vont relever ce challenge? Alors, un discours, la plupart du temps, personne ne l'écoute. C'est pour ça que j'ai choisi ce challenge. Et on fait souvent, quand on fait un discours pour faire plaisir aux gens qui ont donné des sous ou aux gens qui ont soutenu. Et on les cite parce que c'est ce qui se fait protocolairement et il faut le faire. Mais un vrai discours, il peut aussi servir à autre chose. Il peut servir à délivrer des messages. Et il y a une méthode pour délivrer des messages. Normalement, dans un discours, on ne doit pas plus avoir plus de 3 grandes idées, 3 grands points qu'on veut transmettre à l'audience. On veut que si les gens repartent, on veut qu'ils retiennent quoi de ce discours? Et cette question-là, personne ne se la pose jamais dans les discours, c'est pour ça que tout le monde ronfle. Si on fait un discours en disant « je veux que l'audience reparte avec 3 grands points », on construit le discours autour de ces 3 grands points. Donc en fait, quand on fait un discours, il faut se poser la question de pourquoi on le fait. Et vous allez voir que si vous allez écouter les discours politiques, vous allez voir que la plupart d'entre eux sont faits, pourquoi ? Pour dire ce que la politique a mis en œuvre pour aider les gens. Dire ce qui a été mis en œuvre, mais pas précisément le mis en œuvre. Alors que ce qui intéresse vraiment les gens, ce n'est pas que la personne a fait quelque chose, c'est le quelque chose qui m'est utile. Si vous vous mettez à faire des discours comme ça, je vous garantis que l'auditoire va vous écouter. Il y a une autre différence aussi qu'il faut comprendre dans les discours, c'est qu'on ne va pas parler, on ne va pas faire un discours. J'ai été assistante de maternelle, donc à des petits élèves de maternelle, parce que parfois il faut ramener la classe à soi et faire un petit discours, qu'à des jeunes comme vous ou qu'à des ministres. Ça, c'est aussi l'art du discours. On ne peut pas dire la même chose. Et enfin, on peut aussi faire un discours provocateur pour interpeller les gens. Mais attention, si vous dites à des gens en face de vous que ce sont des imbéciles, ils ne vous écouteront jamais parce que c'est un mécanisme psychologique de déni. Bref, un discours, ce n'est pas uniquement ce que vous avez envie de dire, c'est ce que peut recevoir l'autre et ce que vous voulez faire passer comme message. Merci Alice. Voilà des conseils pour écrire vos discours. Je crois qu'on peut l'applaudir.